Et c'était une heure de débat que nous allons passer ensemble. Parlons vrai, vous le savez, vous nous appelez au 0826 300 300 pour évoquer les sujets qui font l'actualité avec nos débatteurs. Et ce matin, bien sûr, nous reviendrons sur l'attentat de Nice avec cette question: est-ce qu'il faut renforcer notre législation, une législation de guerre, modifier par exemple la Constitution? Beaucoup d'idées ont été émises par la classe politique. On y reviendra avec nos débatteurs du jour. Et puis on parlera aussi de ce nouveau confinement impossible à faire respecter. C'est la question que l'on se pose ce matin en compagnie de nos débatteurs que l'on va retrouver. Covid oblige, chacun chez soi est bien protégé. Jérôme Dubus, bonjour. Alors, est-ce qu'il est là, Jérôme? Bonjour. Bonjour Jérôme. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Je suis là. Voilà. Geneviève Götzinger, bonjour Geneviève. Bonjour. Présidente de l'agence Imagi, Matteo Ghisilberti. Bonjour Matteo. Bonjour. Bonjour, rédacteur en chef de Putsch, et Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour. Voilà, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alors, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. On voulait déjà commencer avec Juliette, qui m'a aidé à préparer cette émission, par vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence par vous, Jérôme. Et c'est un coup de cœur, c'est bien. Moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur à nos libraires. Évidemment, alors ça pourrait être un coup de gueule aussi, parce que ça pourrait être un cri du cœur, peut-être. Dans les deux sens. Moi, j'ai plutôt choisi. Attendez, Jérôme, on a un petit souci. On va essayer de régler. Jérôme. C'est pas les seuls commerçants qui nous souffrent. Jérôme, oui. Jérôme, on a un petit souci on a un petit souci pour vous entendre avec votre connexion. On va régler ça. On va continuer les coups de cœur et les coups de gueule, et puis on vous retrouve évidemment dès que la ligne est un tout petit peu mieux. On a un petit débit internet visiblement qui est un peu faible pour bien vous entendre. Geneviève, vous aussi vous aviez un coup de cœur ce matin. Alors, je partageais un peu celui de Jérôme d'abord. Donc, je vais peut-être embrayer là-dessus. J'étais obligée de changer parce qu'on avait le même. Et du coup, je vais le reprendre. Mais moi, en forme de coup de gueule, je suis très triste que les libraires ferment et qu'en revanche, la Fnac puisse rester ouverte. Et je trouve que là, c'est vraiment une mauvaise manière qui est faite à tous nos libraires. Alors, tant mieux pour la Fnac, tant mieux pour Darty. L'idée, c'est qu'effectivement, ils vendent des produits de première nécessité, et que dans la mesure où on doit rester travailler chez soi, on a besoin d'ordinateurs qui fonctionnent, on a besoin de tout un matériel qui est vendu dans ces boutiques en état de fonctionnement, téléphone portable, etc. Capacité de réparation, donc c'est vrai. Mais néanmoins, une enseigne comme la Fnac va continuer à vendre des livres, alors que la fermeture des librairies a été imposée et eux ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui me choque profondément. C'est une mauvaise manière qui est faite à la culture, une fois encore. Et en termes de concurrence, je trouve pas ça normal du tout. Voilà, donc c'est un peu un coup de gueule et je pique son sujet à Jérôme. Tant pis pour lui, il va avoir une bonne connexion. Il faut qu'il aille à la Fnac pour la faire réparer sa connexion. Non, mais attendez, ma connexion est bonne maintenant, non? Ouais, Jérôme, c'est un cri du cœur plutôt. Tout le monde rejoint cet appel des librairies et des libraires surtout. Oui, alors d'abord, il y a une pétition qui est lancée. Oui, absolument. J'incite tout le monde à la signer par François Bunel, qui est donc l'animateur de la grande librairie bien connue sur nos antennes. Et cette pétition, elle est importante parce que plus on sera nombreux, plus ça va permettre évidemment de peser sur la décision gouvernementale ou préfectorale si c'est préfectoral. Bon, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure. Il y a une concurrence déloyale, puisque non seulement un certain nombre de supermarchés qui vendent des livres dans des rayons de librairie vont rester ouverts et vont pouvoir vendre des livres alors que les libraires ne le pourront pas, et deuxièmement, on a la vente en ligne ou le click and collect pour la Fnac, oui. Parce que la Fnac est fermée. Alors, la Fnac, le click and collect va pouvoir fonctionner. La subtilité chez des dirigeants de la Fnac, pardonnez-moi, c'est de dire sinon ça va profiter à Amazon. Hein. Oui, mais alors, d'accord, mais il y a la Fnac, il y a les grandes surfaces, il y a Amazon pour la vente en ligne, et il n'y a pas les libraires. Donc là, il y a quand même un problème concernant la vente déloyale, d'une certaine manière, le défaut de concurrence respectée, et ça ne peut pas durer. Donc le gouvernement et le Premier ministre ont annoncé qu'il y aurait une clause de revoyure sur les commerces dans 15 jours. Moi, je trouve que pour les libraires, il faut aller beaucoup plus vite.
Et j'incite tout le monde à signer cette pétition pour que les libraires puissent rester ouverts dès lundi, qu'ils puissent réouvrir dès lundi. Et si je peux me permettre, oui, bien sûr. Dans un des grands discours martiaux du président de la République, le 16 mars, ou je crois que c'était celui de début avril, j'ai un doute, rappelez-vous, il avait dit la lecture, redécouvrez la lecture, c'est une activité essentielle, c'est une activité vitale. Il avait dit de faire du sport aussi. Et effectivement, on peut considérer que les libraires indépendants sont une activité vraiment particulière, vitale, essentielle, et ce n'est pas en allant chez eux, à la limite, on peut même prendre rendez-vous. On se dit, je viens à 10h30 pendant une demi-heure pour faire mon... C'est ce qu'avaient fait certains libraires indépendants dans les petites... Exactement. Ah, absolument. Et c'est pas ça qui va qui va déterminer... Donc, qui va faire flamber le corona. Ça, vous avez la parole, Michel. Mathéo, vous voulez intervenir sur ce sujet des libraires? Rapidement. D'ailleurs, je rappelle que il y a aussi des plateformes sur Internet gérées par les libraires. Moi, j'ai utilisé, je ne veux pas faire de la pub, mais pendant le premier confinement, j'ai utilisé celle qui s'appelle leslibraires.fr, qui en fait réunit des libraires indépendants un peu partout en France. Donc déjà, on trouve peut-être les livres chez le libraire d'à côté, à condition qu'ils soient ouverts, naturellement, ou bien ils peuvent aussi l'envoyer, le livre, si on habite dans un endroit un peu reculé, ou même en plein centre-ville, mais on n'a pas envie de sortir, on peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas oublier cette partie de la société civile qui participe, d'ailleurs, dans certains endroits, à éviter la désertification du territoire, parce que la culture, chez Puig, on le dit souvent, c'est aussi un rempart contre la désertification du territoire. Parce que à partir du moment qu'on a un préside, on a quelqu'un qui vend quelques livres aussi, on peut donner des envies, on peut donner des idées à des gens. Et d'ailleurs, quand on est confiné, effectivement, on a encore plus besoin de lire, de voir, de se nourrir mentalement. Donc vous allez tous signer la pétition, merci. C'est une pétition qui est de nécessité, on va dire publique, effectivement. En plus, à l'approche des fêtes de fin d'année, plutôt que d'acheter des produits chinois, allez chez vos libraires acheter des livres et offrez des livres à Noël. On en était à Michel. Coup de cœur pour le chanteur du groupe ABBA. Effectivement, un coup de cœur très rapide. Aussi une petite pointe de nostalgie certainement. Björn Ulvaeus, qui est une star mondiale, qui était donc le chanteur du groupe ABBA, il a fait une tribune aux Parisiens aujourd'hui en France, qui est vraiment très très belle et que je saluais, et d'autres artistes devraient faire la même chose. Il a fait une tribune pour dire la France se bat pour le reste de l'Europe. Et il appelle à soutenir la liberté d'expression qu'incarne et qui représente et dont souffrent aujourd'hui les Français. Et je trouvais ça extraordinaire qu'un Suédois à l'autre bout de l'Europe manifeste son soutien aux Français, parce que c'est l'Europe qui est en jeu aujourd'hui aussi. Et donc merci à Björn Ulvaeus. Je ne sais pas si l'écoute Sud Radio aussi l'apprendra, mais je trouve que c'est vraiment un soutien très très fort. Je vous avais même prévu quelques notes de musique, mais bon, de ABBA, mais je vais vous les épargner. Il y a peut-être des problèmes de droit d'auteur, mais je trouve ça vraiment très bien. On donnera une pastille. Qu'un grand artiste comme lui soutienne la France dans ces moments très très difficiles, suite évidemment aux attentats terroristes de ces derniers jours. Alors justement, sur ces questions de terrorisme, c'est le premier sujet de notre débat, mais Mathéo, c'est votre coup de gueule aussi. Ça nous amène donc à ces questions-là contre l'Italie. Oui, c'est un coup de gueule contre mon pays de naissance, parce que si le terroriste qui a tué 3 personnes, 3 fidèles catholiques, 3 Français dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption à Nice, c'est aussi à cause des choix qui ont été faits à Rome. Parce que ils ont l'actuel gouvernement, celui qui est guidé par Giuseppe Conte, qui est d'ailleurs la même personne qu'il y a un peu plus d'1 an empêché, signé les décrets sécurité voulus par Matteo Salvini, qui empêchait à tous les navires d'arriver sur le territoire italien. Maintenant, il a effacé pratiquement ces vieux décrets, et non seulement il a
quelque part favoriser l'arrivée de toute cette vague des migrants qui est composée une partie par des gens qui ont effectivement des problèmes et qui doivent être accueillis, mais qui cachent, et là on a eu encore la preuve, cachent des menaces pour l'Europe et en particulier à ce moment de la France. Est-ce que c'est possible que une personne arrivée soit pour soi-disant demander de l'aide, elle est arrivée le 20 septembre à Lampedusa, elle s'est retrouvée déjà au-delà de la frontière un peu plus d'un mois après? C'est intolérable. C'est intolérable. Avec un ticket de la Croix-Rouge. Alors, Michel je ne partage pas tout à fait l'avis de Matteo. Je trouve que la responsabilité, elle est plutôt française. Excuse-moi, mais c'est pas la première fois qu'on accueille de manière... Il y a des responsabilités aussi françaises, mais quand même aussi italiennes. Je termine. Hein. C'est pas la première fois qu'on accueille ce genre de personnes sur notre territoire. L'Italie a fait son travail puisqu'elle l'a expulsé et il est arrivé en France sans aucun contrôle. L'Italie est peut-être responsable d'un certain nombre de choses, mais en l'occurrence, je trouve que dans ce cas précis, c'est la France qui aurait dû ne pas l'accepter, qui aurait dû le repousser puisqu'il avait été expulsé d'Italie. Je trouve que l'Italie a fait son job et que la France ne l'a pas fait. Alors, ça nous amène, Jérôme, Matteo, c'est justement le premier sujet sur les failles sécuritaires, puisqu'on en vient donc à notre premier sujet sur les failles sécuritaires. On va ouvrir une page là dans notre débat là jusqu'à midi avec vous quatre. On va marquer une courte pause de publicité, comme ça on va pouvoir vraiment poser les vraies questions autour de ça. Est-ce qu'il faut encore un tour de vis supplémentaire? Est-ce qu'il faut une nouvelle législation? Est-ce qu'il faut revoir, comme certains le demandent, comme Christian Estrosi, revoir la Constitution? Est-ce qu'il faut renforcer la vidéosurveillance avec le contrôle des images? Tout ça, on va l'examiner avec vous quatre. Donc, on continue ce débat autour de l'actualité du jour, à savoir l'attentat de Nice. Et je rappelle aussi au niveau de l'information, c'est que un homme ce matin est en garde à vue, quelqu'un qui a effectivement était proche du terroriste qui a hier tué 3 personnes dans l'église, dans la cathédrale de Nice. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio, on vous retrouve juste après ça. Allez, on est ensemble avec nos débatteurs jusqu'à midi pour évoquer les sujets d'actualité. Ce matin, c'est l'attentat de Nice et on est avec Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, et puis Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Tous sont à distance, voilà, confinés comme c'est désormais le règlement pour 4 semaines ici à Sud Radio. On en était à parler de l'attentat de Nice et la législation aujourd'hui, quel moyen d'éviter et de lutter contre ce terrorisme de l'islamisme radical aujourd'hui. Est-ce qu'on est armé pour ça? Et le mot de guerre revenant beaucoup, on est attaqué, nous sommes en guerre, c'est un mot qui revient. Est-ce qu'il faut effectivement se poser la question d'avoir une législation de guerre? Chers débatteurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer là-dessus, sur la modification éventuelle de notre législation? Michel. Alors effectivement, je pense qu'il faut la modifier, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Matteo Ghisalberti, qui me paraît très très important, parce que d'emblée, il faut dire que la réponse ne va pas être que française, elle va être européenne, et on est arrivé à un tel degré de saturation. Là, on voit que c'est une passoire, quand même. Ben oui, et malheureusement, Matteo a raison. Je dis malheureusement parce que Matteo Salvini a eu raison, a posteriori, il a eu raison. C'est vrai qu'on est arrivé dans une situation où, comme on n'est pas en mesure de filtrer ceux parmi les migrants qui sont des islamistes radicaux, qui sont de futurs terroristes, eh bien, on ne peut pas se permettre de les accueillir, tout simplement. Est-ce que je peux apporter justement Attendez, laissez Matteo 2 secondes, laissez Michel terminer son raisonnement. C'est pas une position d'être de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est une position de protection de nos concitoyens. Là, nous avons des Français, des concitoyens, français ou pas d'ailleurs, qui sont décapités aujourd'hui sur le sol français. On ne peut plus l'accepter. Matteo. Non, je voulais seulement donner un élément précis pour situer la situation légale en Italie. Donc, il y avait jusqu'à il y a quelques mois
en vigueur les décrets sécurité, comme les appelait, qui avaient été fortement soutenus par Matteo Salvini, dont je ne fais pas l'apologie. Moi, je m'en fous de qui a proposé une bonne idée, parce que c'était une bonne idée, honnêtement. Mais maintenant, les chambres du Parlement italien sont en train de convertir en loi un nouveau décret qui, en fait, élargit la typologie des personnes auxquelles on peut donner, on peut reconnaître le permis humanitaire, donc pratiquement tout le monde. Voilà, ça c'était tout simplement pour situer, parce qu'il y a effectivement un problème. Il faut ne pas oublier que M. Salvini est actuellement à procès, et il doit participer à un procès contre lui parce que, en tant que ministre de l'Intérieur, il avait arrêté des navires pour qu'il n'arrive pas en Italie. Donc, imaginez si Darmanin était, appelé à répondre devant un juge parce que il voulait fermer les frontières françaises. Voilà. Oui. Alors après, on va déplacer le curseur aussi. On va revenir aussi à la législation, si vous le voulez bien, purement française, parce qu'il y a des pistes qui sont avancées. Si vous voulez, on va pas se polariser sur la législation. Allez-y, Jérôme, on vous entend. Oui. On ne va pas se polariser sur la législation italienne, parce qu'il y a 15 jours, l'assassin de Samuel Paty, que ça part dans tous les sens, que ça vient de tous les sens et de tous les pays, et que donc le problème de la législation italienne n'est pas le problème essentiel. Moi, sur les lois antiterroristes, on en a fait une par an depuis 2017. Une par an depuis 2017. Est-ce que ça permis d'en éviter vraisemblablement, puisque on en évite à peu près un attentat, à peu près un par mois, ce qui est beaucoup quand même. On en a évité encore un hier à Lyon, puisque la personne a été tuée alors visiblement elle allait commettre ce qui a été fait à Nice. Donc il y a quand même une certaine législation, une présence de la police et une présence des militaires qui est assez forte, mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui. Et on en revient au problème, à mon avis, du droit d'asile. Le droit d'asile est complètement bafoué aujourd'hui en France. On a à peu près 120 000 demandes par an. On n'en accepte pas beaucoup, on en accepte 10 à 15%, ce qui fait 15 000 personnes, ce qui est pas énorme, ce qui correspond à peu près à ce qu'on faisait avant. Simplement, tous ceux qui sont rejetés font des recours, ils restent sur le territoire national. Alors, je ne dis pas que tous les demandeurs de droit d'asile sont des terroristes, je ne fais pas d'amalgame dans ce sens, mais parmi ces gens-là, il y a effectivement des gens qui sont radicalisés et qui vont passer à l'acte. Et on n'arrive pas à les détecter. Et donc, si on n'arrive pas à repousser et à conserver les demandeurs de droit d'asile, qui sont à peu près 80 000, qui ont été rejetés, et qu'on conserve finalement sur notre territoire, on n'y arrivera pas. Ça, c'est le premier point. Donc, la réforme du droit d'asile, elle me paraît absolument indispensable et rapide. Mais il faut des moyens derrière, parce qu'il faut gérer les dossiers qui vont être retoqués. Voilà. Et ça demande du temps. Et pendant ce temps-là, les gens plus à rester en France. Ils sont sur le territoire national, ils finissent par trouver un emploi, et c'est extrêmement difficile de les faire partir au bout d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. C'est même quasiment impossible. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, ils restent sur le territoire national. Je voudrais qu'on écoute Geneviève aussi sur ce sujet-là. Geneviève. Les derniers actes ont été clairement commis par des réfugiés ou par des clandestins. Donc, c'est vrai qu'il faut maintenant contrôler davantage qui sort et entre dans ce pays. On a l'impression d'être face à une véritable passoire. C'est une question de souveraineté. Oui, mais est-ce que c'est pas finalement la partie la plus simple à gérer? Parce que moi, je voudrais revenir aussi sur les attentats qui sont ou déjoués ou qui ont eu lieu de la part de citoyens qui sont français, et on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette, notamment, on va parler d'Internet quand même, des réseaux sociaux, qui sont quand même certainement, on verra ce que dira l'enquête sur l'attentat de Nice, mais qui sont très certainement aussi un vecteur, on va dire, d'accélération de la radicalisation très courte, et qui font que c'est très difficile pour nos services de sécurité de repérer ces individus. Est-ce que là, il n'y a pas des choses... On parle de l'anonymat sur Internet, il ne faut pas trouver le moyen de faire pression pour que ce soit bel et bien terminé.
On a un terrorisme qui change de nature, vous avez complètement raison. Alors après, est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Il faut sans doute à chaque fois ajuster la loi, mais on ne cesse de l'ajuster depuis les lois de 1986. Et changer une loi, ça prend du temps, ça prend en moyenne 1 an. Hein, changer la loi, faire voter une nouvelle loi, la modifier entre-temps. Combien est-ce qu'on va affronter de nouveaux attentats, de nouvelles attaques, de nouveaux égorgements? Donc je pense que le problème, c'est pas tellement la loi, c'est privilégier le renseignement de proximité aujourd'hui, et c'est effectivement s'attaquer à de nouveaux vecteurs d'accélération de ce type d'actes, et notamment Internet. Vous avez raison, et l'anonymat sur Internet. Alors, il y a plusieurs choses. C'est européen, l'anonymat sur Internet. Bien sûr. Alors, c'est plus compliqué, mais je reprends des propositions qui sont faites, non pas par Marine Le Pen, mais par Christian Estrosi ce matin dans les journaux et dans plusieurs interviews. Lui, il veut changer la Constitution, enfin la durcir, enlever l'anonymat et utiliser donc le système de vidéosurveillance pour la reconnaissance faciale. Et là, il faut s'attaquer. Il a parlé de la CNIL et de son mode de fonctionnement et de son prisme de fonctionnement en tous les cas. Est-ce que ce sont des pistes envisagées, envisageables? Là-dessus, il a raison. Jérôme. Christian Estrosi a raison. Le problème, c'est pas tant la loi que l'application de la loi. Oui. C'est pas tant la loi que l'application. Vous avez 30 secondes, Jérôme, parce qu'après, il y a la pub qui part. Dans la loi de 2017, par exemple, dans la loi de 2017, il est possible pour le préfet qui se saisit de fermer un lieu de culte qui, visiblement... Combien l'ont fait? Christian Estrosi, on va marquer une pause. Oui, mais il y a la pub qui part, Jérôme. Je suis désolé. On va faire la pub et vous reprenez derrière, justement sur cette question du rôle des préfets. On est obligé de faire une pause de publicité et on reviendra, puisque la proposition aussi que fait Christian Estrosi, c'est que les maires aient ce pouvoir de fermer des lieux de culte ou des écoles où effectivement on ne respecte pas les lois de la République. On se retrouve dans un instant et vous continuez de nous appeler aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à midi, en effet. Vous avez la parole. 0826 300 300, nos débatteurs du jour. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Geneviève Götzinger, qui est présidente de l'agence Image. Et Jérôme Dubu, membre de la République En Marche. Alors, je continue avec vous, Jérôme, parce que vous étiez à votre premier point, on va dire, sur le moyen de lutter. Est-ce qu'il faut renforcer la législation française? Vous disiez, depuis 2017, il y a plusieurs lois qui ont été votées, et notamment la possibilité de fermer des lieux de culte. Donc ça, c'est le pouvoir des préfets. On en était là, Jérôme. Oui, simplement pour dire que les lois, c'est très gentil, mais encore faut-il les appliquer. Et je prenais l'exemple de la possibilité pour les préfets depuis 2017 de fermer des lieux de culte radicalisés ou qui visiblement montrent des signes de dérive grave. Il y en a eu très peu. Depuis 2017, il y en a eu très peu. Moi, la proposition d'Estrosi sur la possibilité pour les maires de fermer, je la trouve très dangereuse. Pourquoi? Parce que les dernières municipales de 2020, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en mars et en juin, ont démontré qu'il y avait des listes communautaristes, notamment d'influence islamiste, qui se montaient un peu partout. Je pense notamment au département du Val d'Oise, où l'une d'entre elles l'a même emporté, et que quand on est soumis à cette pression électorale, ça me paraît encore plus difficile que pour le préfet de fermer des lieux de culte radicalisés. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition d'Estrosi. Michel Taube. Alors moi, plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière islamiste, avec des mesures administratives, policières et de contraintes et de sécurité extrêmement audacieuses et très, très rapides. Et financières peut-être. Et aussi financières, mais par exemple, si vous prenez tous les imams présents sur le sol français, détachés par l'État turc, qui sont des fonctionnaires de l'État turc, qui sont des fonctionnaires de M. Erdogan. Oui, qui en fait une arme politique. Et qui en France, aujourd'hui, vendredi, exerceront le culte dans des centaines de mosquées françaises. Est-ce que vous trouvez normal? Ce n'est pas des centaines, Michel. Ah non, si. Ah non. Non. Jérôme, 300 imams étrangers, 300 une centaine de Turcs. Non, c'est 300 imams turcs. Non, c'est 300 imams turcs. Non, il y en a beaucoup plus que 300, mais bien sûr. Il y en a 150 Marocains, 100 Turcs et une cinquantaine de Tunisiens algériens. Imaginons qu'il ne soit qu'une centaine. C'est déjà trop. Il n'est pas normal que 100 fonctionnaires de l'État turc qui sont payés et qui sont sous les ordres du président Erdogan, qui a
attaque le BBC, attaque la France, qui est responsable politiquement. Mais ça, c'est un sujet qui revient régulièrement, qui n'a jamais été réglé. Alors, deuxième élément que je voudrais dire. Attendez, Michel. Je suis pour une modification de la Constitution avec un chapitre, pas une ligne, un titre particulier qui s'appellera de la laïcité et dans lequel on va tout simplement introduire l'idée suivante. Les lois de 1905 concernent la neutralité de l'État. Et le problème n'est plus aujourd'hui quant à celui de la neutralité de l'État et donc des fonctionnaires. Le problème, c'est que l'islam politique a envahi la société française. Il faut laïciser la société française. Et là, je voudrais dire, vous appelez à lire l'interview qu'a donné Alain Juppé dans Le Point il y a quelques jours. Interview d'ailleurs que je trouve totalement illégitime parce qu'en tant que membre du Conseil constitutionnel, je pense qu'il n'a pas à s'exprimer dans ce débat public. Mais bon, passons. Il a dit une chose très intéressante. Il dit que, à propos de l'interdiction du voile proposée par l'ancien Premier ministre François Fillon dans l'espace public, François Fillon proposait l'interdiction du voile dans l'espace public. Eh bien, Alain Juppé dit, si c'est une façon pour la République de réaffirmer sa primauté sur toutes les pratiques religieuses, il ne faut pas hésiter à le faire. Et pour imposer cette neutralité, il faut une réforme de la Constitution. Alors on va aller au standard si vous le voulez bien. Il y a Sylvie qui attend et qui nous a appelé depuis Agen. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bon, moi, je vais vous dire, moi, on en a ras-le-bol de vos belles paroles, les politiciens. Il n'y a rien qui change. Maintenant, c'est le peuple qui a attaqué. On est décapité en France en 2020. Mais vous allez faire quoi? Ce que le peuple, il attend, c'est maintenant que les mosquées radicales soient fermées sur le champ. Les fichiers S dehors tout de suite. Le peuple est en danger, vous ne faites rien, vous ne faites que parler. C'est une honte. vous êtes la honte. Tous. Précisons que nous ne sommes pas Sylvie, il n'y a pas d'hommes et femmes politiques aux commandes du pays dans cette émission, mais on entend vous êtes. Il n'est pas loin du pouvoir quand même. Voilà, mais bon, on va attendre un tout petit peu. Je reconnais ma responsabilité. Alors, justement en matière de. Non, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe en ce moment. Non, mais justement, attendez, ce qui est très juste. Geneviève, on va laisser Geneviève et après Mathéo. Il faut vraiment agir en interne aujourd'hui contre tous les relais actifs, tous les relais complaisants des islamo-fascistes qui menacent notre pays et qui effectivement, comme le dit cette dame très justement aujourd'hui, égorgent et n'hésitent pas à égorger la population. Donc, aller contre les associations, aller contre tous les relais, certains syndicats, enfin, tout ce qui est islamo-gauchisme dans ce pays, ça c'est quelque chose de très clair. Et après, ce que vous disiez, Michel, est juste, il y a une reconquête à faire, une reconquête d'une partie de l'opinion autour de nos valeurs et des valeurs de la laïcité, qui sont peut-être mal expliquer que l'histoire de France, expliquer à tous aux gamins, et ça part de très très loin dans les écoles, que l'histoire de France, c'est la liberté d'offenser, c'est la liberté de caricaturer, et que quand on vient dans ce pays, on accepte cette valeur fondamentale, c'est tout. Et on l'accepte parce qu'elle est intégrante de notre identité. Bien sûr. Et donc, il y a tout un travail de reconquête à faire. Il y a certains qui s'inquiètent justement de ça, hein, peu importe l'état de droit. Mathéo, Mathéo, on va laisser Mathéo répondre. Oui, d'accord. Je voudrais rebondir sur cette chose, tout simplement en disant, je me reconnecte à ce qu'il disait aussi Jérôme. Est-ce qu'il y a eu la volonté politique? Parce que dès que, soyons sérieux, on disait quelque chose sur une mosquée, il y avait l'accusation d'islamophobie qui planait. On a vu les associations, quel est le destin des associations selon ce qui a décidé le ministère de l'Intérieur. Et après, excusez-moi, mais on s'est empêché aussi dans les médias, dans certains médias, de dire les choses comme elles étaient parce qu'on avait peur, soit de ne plus avoir des contributeurs, soit de ne plus avoir de la pub, soit de ne plus avoir d'être censuré. Personnellement aussi, j'ai été traité très impoliment par certains autres médias parce que tout simplement je disais des choses qui peut-être n'étaient pas mainstream, mais moi je n'ai aucune haine vis-à-vis de telle ou telle communauté, partie de la société. Mais excusez-moi, quand on est sorti du confinement
il y a eu tout de suite une manifestation avec des gens qui ont mis à faire feu la zone du palais de justice de Paris et on n'a pratiquement rien dit. J'attends encore des gens d'ailleurs qui mettent les genoux à terre pour Samuel Paty et pour les 3 personnes tuées à Nice. Mais alors ce que vous dites, Mathéo, c'est que pour lutter contre ça, vous êtes prêt à changer la loi, à durcir la loi, et peu importe l'état de droit d'ailleurs. La loi existe déjà. Loi, oui. Donc est-ce que c'est pas un problème de moyens, tout simplement? On a tous les moyens légaux pour le faire. Donc est-ce que c'est pas un problème de moyens et de volonté politique? L'article, je pense, du code pénal, je m'excuse, je suis pas précis, sur l'intelligence avec l'ennemi, par exemple, c'est quelque chose qui existe déjà. Mais on vient tout simplement. On peut renforcer. Mais comment on renforce sur un certain nombre de points la législation? En cas de recours judiciaire contre ces mesures administratives, vous verrez que les juges donneront raison aux plaignants islamistes. Mais ça, c'est la loi. Non, mais c'est la loi. Pas toujours. Et ça, c'est la loi. Un point, s'il vous plaît. La mosquée de Pantin, le tribunal administratif a donné raison au préfet qui est venu. Alors, c'est la première fois que ça se produit. Absolument. Très bien. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on a, à mon avis, et je l'ai rappelé tout à l'heure, tous les moyens législatifs de pouvoir lutter contre les islamistes. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qui a été dit tout à l'heure par Michel sur la Constitution, et je le partage. Ce qu'a dit Geneviève également sur la lutte contre, évidemment, tous les imams radicalisés ou étrangers qui viennent, ils sont 300, et les fichiers, il y en a 3000, il va falloir traiter assez rapidement. Mais ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on a en France à peu près entre 8 à 10 millions de musulmans. Bon. Si vous prenez le pourcentage de 1% qui serait islamisé, radicalisé, ça fait près de 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 000 personnes qui aujourd'hui sont dans la déviance? C'est toute la question. La question, c'est pas le type qui arrive... Collabore avec l'ennemi. La question, attends, je termine. La question, c'est pas le type qui arrive de l'extérieur et qui va commettre un attentat. Alors celui-là, il faut effectivement l'éviter. La question, c'est de savoir ce que l'on va faire de ces 100 000 personnes qui sont des Français, musulmans, qui ont sombré dans le radicalisme et dont on ne sait que faire. On ne va pas les expulser, ce sont des Français. Qu'est-ce que l'on va en faire? Alors, Jérôme, Michel. c'est beaucoup plus que 100 000. Enfin, voyons, il y a 5 ans... J'ai pris 1%, c'est la limite. Mais tu es en dessous de la réalité, tu le sais très bien. Si tu prends l'étude de l'Institut Montaigne d'il y a 4 ans, qui montrait que la moitié, 46% des jeunes de confession musulmane considéraient, il y a 4 ans, que la charia est supérieure à la loi de la République. Donc je suis désolé. Lorsque Mohamed Moussaoui, un président du CFCM, et qui est du Conseil français du culte musulman, et qui en plus est parmi les plus modérés, puisqu'il a dit il y a quelques semaines que le port du voile n'était pas une prescription de l'islam. Et quand il fait mardi dernier, c'est le sujet de mon édito de ce midi dans Opinion Internationale, lorsqu'il ose écrire un communiqué à tous les musulmans de France pour expliquer que la raison pour laquelle il ne faut pas s'en prendre violemment à des personnes qui font des caricatures, c'est un verset du Coran ou c'est un commentaire du Coran par lequel Mohamed, voyant des personnes qui le croisent et qui lui dit détestable que vous êtes. Michel, allez l'essentiel parce que l'heure tourne. En fait, Mohamed Moussaoui laisse entendre que lorsque Charlie Hebdo caricature le prophète, Charlie Hebdo commet un acte anti-musulman, ce qui est complètement... Est-ce que l'une des clés, pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que l'une des clés, moi je voulais juste vous poser la question parce qu'on est veille de week-end, lundi 10h dans toutes les écoles de France, de la République française, on va rendre hommage à Samuel Paty. Geneviève, je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que vont faire? Parce que visiblement, il y a un double enjeu pour les enseignants, c'est l'âge de l'enfant et des enfants qu'ils ont en face d'eux, conjugué en plus au prisme du Covid dont on va parler dans un instant. Ça va être un moment important, compliqué. Comment on les accompagne? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre aux jeunes générations ce qui vient de se passer? Alors effectivement, les enseignants sont un peu seuls, ça on l'a dit. On l'a dit depuis 15 jours, tout à fait. C'est très compliqué pour eux. Mais ça faisait longtemps qu'ils le disaient, mais ils n'étaient pas entendus. Rapport au bain. Ils ont ce rôle, ils ont un rôle essentiel parce que la reconquête de nos valeurs, autour de nos valeurs, de essayer de faire bloc autour de ces valeurs, ça passe dès le plus jeune âge et ça passe par l'école. Et ils ont un rôle essentiel dans cette
explication de ce qu'est la laïcité. Voilà. Et ils ont un rôle qui peut être parfois, enfin, un discours qui peut être parfois contradictoire de ce qui est entendu dans les familles. Et en ce sens, c'est très, très compliqué pour eux. Donc, c'est vrai qu'il faut que l'État, que la République soit à leur côté et qu'ils soient soutenus aussi par leur hiérarchie. Donc ça, c'est certain. Mais on a des gens qui sont en train de fracturer notre société, qui sont en train d'essayer de nous diviser entre nous, qui mènent un combat de longue haleine. Et notre combat de reconquête, c'est aussi un combat de longue haleine. Et il passe par... Michel, vous avez la recette miracle, dites-nous. Non, bien sûr que non. Mais je pense qu'ils n'essayent pas de nous diviser. Je pense qu'ils veulent prendre le pouvoir. C'est complètement. Mais en nous divisant, divisons pour mieux régner. Ils veulent diviser pour mieux régner. La réalité, c'est que d'une certaine manière, nous sommes proches d'une guerre civile, parce que comme le terme est fort, c'est un peu fort. Non. Pour une raison très simple, parce que comme le disait Jérôme tout à l'heure, ce sont souvent des Français. Les 100 000 ou 500 000 Français qui ne comprennent pas la laïcité, ou plus exactement, qui la comprennent trop bien et qui sont contre. Ouais. Oui, mais Michel, excusez-moi. Mathéo. J'ai été naturalisé français il y a 5 ans. Donc j'étais étranger, je suis encore à moitié étranger et je respecte les lois de la République française et j'ai le droit de critiquer ce qui j'estime n'est pas bon ici et aussi dans l'autre pays que j'ai cité tout à l'heure où je suis né. Mais je respecte les lois. Je ne vais pas égorger des personnes parce que ils considèrent je considère qu'ils sont en train de se tromper, d'avoir une foi qui ne me plaît pas, de montrer des caricatures. Moi aussi, je n'ai pas toujours aimé les caricatures de Charlie quand, par exemple, il s'est moqué des Italiens qui sont morts pendant les tremblements de terre d'Amatrice. Mais je suis pas allé tuer quelqu'un. C'est hors de question. Enfin, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui nous défend tous et pour laquelle nous nous sommes étripés pendant des siècles en France et en Europe. Sauf que, encore une fois, d'ailleurs, cette Europe nous impose de ne pas parler de certaines choses parce que sinon on fait de l'islamophobie, de ne pas d'accueillir tout le monde parce que sinon on remplit pas nos chartes de valeurs. Sauf que d'ailleurs, c'est toujours un ou plusieurs pays qui reçoit les navires des migrants. D'ailleurs aussi pendant le Covid. Ouais. Excusez-moi. Enfin, il y a aussi la nécessité de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. On veut effectivement administrer le pays, gérer le pays, appliquer, comme demandait d'ailleurs l'auditrice tout à l'heure, les règles sur le champ. On peut le faire parce que la France a encore sa souveraineté et d'ailleurs aussi les autres pays. Mais non, on préfère attendre de savoir qu'est-ce que nous permet de faire l'Europe parce que derrière, elle nous donnera ou pas de l'argent. Dernier mot, Geneviève, et après, je suis obligée de faire la pub. Je trouve qu'il y a quand même une vraie solitude de la France quand même face à cette offensive islamiste, une vraie solitude de la France. Et on ne dit pas suffisamment qu'on n'en sait pas non plus sans l'appui d'États qui alimentent cette haine contre nous. Et ça fait des décennies. Et ça fait des décennies que ça dure. Le ministre de la Malaisie, il y a évidemment Erdogan, etc. Donc la réponse... Allez, on reprendra ce débat et j'imagine qu'avec Valérie, dès la semaine prochaine, ce débat reviendra sur le devant de l'actualité, bien sûr, mais dans ce dernier quart d'heure là qui nous arrive pour aller jusqu'à midi, on va se poser la question du confinement avec une question autour de la sécurité. Est-ce qu'on va arriver à faire respecter ce confinement avec toutes ces dérogations? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que ça va permettre donc de faire baisser la tension dans les hôpitaux? On retrouve nos débatteurs dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Et on retrouve nos 4 débatteurs qui sont chez eux. Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, Geneviève Gutzinger, présidente de l'agence Image, Matteo Ghisalberti, donc rédacteur en chef de Putsch, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Tous les 4, on respecte les règles du confinement. Hein. On est plutôt bons élèves aujourd'hui, chacun. Est-ce que vous êtes sortis? Petite phrase de Martin Hirsch, le patron de la PHP de Paris, qui dit faux départ du confinement ce matin, puisque dans Paris, c'est comme un air de jour normal
quasiment. Mais bon, revoilà le temps des dérogations, des attestations pour pouvoir contenir l'épidémie. La question, c'est est-ce qu'on va avoir les moyens de faire respecter avec toutes ces dérogations, puisqu'on rappelle les écoles vont rester ouvertes, les commerces essentiels, dont la Fnac, on le redit, vont pouvoir rester ouverts jusqu'à présent. Et il y a aussi le télétravail qui va être, on va dire, la priorité. Mais certaines entreprises demandent déjà à leurs salariés de pouvoir quand même revenir 1 ou 2 jours par semaine aussi au bureau parce que ils ont pris des habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut démarrer? Écoutez, sur le télétravail, c'est assez clair. Le principe, c'est l'obligation du télétravail. Mais je prends l'exemple de mon entreprise. Nous, on a mis en place 3 jours de télétravail possible. On est passé de 2 à 3 pour ce confinement-là. Et 2 jours de présence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le respecter. La présence, ce n'est pas pour fliquer les gens, ça n'a strictement rien à voir. La présence, c'est simplement, vous l'avez bien compris, pour entretenir cet esprit d'entreprise qui a été très mis à mal, il faut bien le dire, par la multiplication du télétravail. L'esprit d'entreprise aujourd'hui, c'est quand même vachement important, est très mis à mal par ces confinements successifs. Quant au respect, moi, il ne faut pas prendre aujourd'hui pour un exemple, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'autorisation exceptionnellement pour aller sur son lieu de travail. Les gens peuvent revenir de vacances tout le week-end, donc en réalité, ça va commencer lundi. Et c'est sur une semaine qu'on va voir si c'est respecté ou pas. Le premier confinement qui était dur était quand même globalement bien respecté par les Français. Il y avait un petit temps d'adaptation, parce qu'on faisait la réflexion. Mathéo, le fait que les écoles et les collèges vont rester ouverts, ça c'est un point important parce que ça permet à l'économie de continuer à fonctionner. Mais le protocole sanitaire, pour l'instant, dans les établissements scolaires, n'est pas réglé. Il y a des discussions qui ont lieu en ce moment. Michel. Moi, je voudrais répondre directement à votre question, Christine, de tout à l'heure. Est-ce que les mesures de contrôle vont être là? Ma réponse est très simple, elle tient dans une question. Depuis le mois de juillet, combien d'amendes ont été dressées dans les transports en commun pour les personnes qui ne prenaient pas de masque? Il est impossible d'avoir les chiffres de la RATP ni de la police. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu très peu, excessivement peu de dressés. Et la réalité, c'est que pour de très nombreuses raisons, parce que le territoire est immense, et parce que là, le confinement concerne l'ensemble du pays, parce que les policiers ont beaucoup de... Les policiers sont à bout, parce que les policiers ont des contraintes avec, bien entendu, les enjeux sécuritaires et la menace terroriste islamiste, et bien entendu... Il y a le renfort de l'armée, 7000 militaires. Mesure. Et moi, ce matin, je me suis effectivement promené en scooter dans Paris. Je n'ai vu ça y est, on l'a trouvé, Geneviève. J'avoue que publiquement, je l'ai fait. Et ben, je n'ai vu aucun policier. Et je l'ai compris. Pour le moment, c'est devant les églises. Geneviève. La difficulté. Et dernier point, parce qu'après je n'aurai plus la parole, et dernier point que je voudrais dire surtout, c'est que ce n'est pas un confinement qui a été décidé. Ce n'est pas un confinement. C'est un faux confinement. Parce que lorsque vous additionnez l'école ouverte, le travail accessible, eh bien, vous allez voir, ça va pas être un vrai confinement. Donc, résultat, au lieu d'avoir un mois entier de confinement, peut-être très fort, mais au moins respecté, on aura 2 à 3 mois de faux confinement qui vont terminer d'achever une société qui est déjà complètement à bout. Donc, il y a une revoyure. Geneviève. Oui, il y a une vraie difficulté quand même pour le gouvernement aujourd'hui à affronter deux points aussi lourds, aussi graves que la menace sanitaire avec ce confinement et puis la menace terroriste. Donc, j'aurais exprimé une forme de compassion quand même parce que c'est quelque chose de juste épouvantable qui est tombé. Je vous recommande la lecture des papiers de l'ambiance de l'Assemblée nationale hier, entre le discours de Jean Castex. On a l'impression que le mandat qui est en train de se fracasser sur une crise sanitaire, une crise économique, une crise terroriste, tout ça à la fois, donc une extrême dureté. Et puis, le relatif consensus qu'on avait jusque-là est aussi en train d'exploser. Pour l'instant, 70% des Français approuvent cette décision. 2 tiers des Français, quand même. Oui, enfin... Il n'y a que la majorité sénatoriale qui permet de voter contre le confinement, ce qui est absolument invraisemblable. Ce qui n'était pas le cas la première fois, Jérôme, ce qui n'était pas le cas la première fois. Vous avez aussi le patronat qui est aujourd'hui beaucoup plus critique avec notamment l'UDP, notamment la CPME qui exprime quand même des réserves. Parce que ce deuxième confinement, dont vous avez dit très justement qu'il peut être appelé à durer, parce qu'il va être mou,
Les commerçants de France également. Il peut être absolument, qui peut être appelé à durer sur plusieurs mois et est quand même en train de tuer c'est la saison. L'économie française, il faut le dire. Et in fine, l'économie, c'est pas rien. Hein. L'économie, c'est nous. L'économie, les entreprises, avec autant de déprimes, de dépression, de suicide à la clé. Voilà, donc c'est normal que ce soit discuté. Geneviève, alors il nous reste 2 minutes, me dit-on, parce que après il va falloir rendre l'antenne pour le journal. Mathéo, vous avez le mot de conclusion, parce que si on regarde nos voisins, et je m'adresse aux franco-italiens que vous êtes, on voit aussi donc cette difficulté de faire accepter le confinement du côté de l'Italie, ce qui est une surprise compte tenu du drame qui a été vécu aussi là-bas depuis le mois de mars. Oui, là aussi, je voudrais apporter des éléments de clarté dans le sens que ce que j'ai vu, c'est qu'en Italie, il y avait des manifestations organisées, autorisées par les commerçants essentiellement dans plusieurs villes italiennes. À côté, parfois, il y avait d'autres manifestations plus politiques, comme c'était le cas de Rome, où il y avait une formation d'extrême droite, de néofascistes, disons, qui s'appelle Forza Nuova, mais que les échauffourées auxquelles on a assisté étaient provoquées. Après, les policiers l'ont confirmé, donc vous pouvez tranquillement voir sur les médias italiens. Et ils ont confirmé que c'était des agitateurs, des casseurs, un peu comme quand on avait les gilets jaunes en France. Et il y avait toujours des casseurs, des black blocs, etc., qui arrivaient, qui défonçaient les vitrines, par exemple, des marques de luxe. On a vu à Turin des gens qui allaient prendre les sacs Gucci, très sélectionnés, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est difficile, bien sûr, aussi en Italie. Il faut pas oublier qu'il y a des aides qui sont moins importantes, mais pour revenir à la France, je trouve que le fait d'avoir les écoles ouvertes, je prêche pour ma paroisse, entre guillemets, ça calmera beaucoup d'inquiétudes. Oui, l'angoisse, oui. Il y a beaucoup de parents qui trouvent ça très bien que l'école reste ouverte. J'ajoute pour terminer, merci beaucoup Mathéo, mais c'est que le protocole sanitaire dans l'éducation nationale, les 10 chefs d'établissement, on vient de l'apprendre, vont disposer d'1 semaine pour organiser la limitation du brassage des élèves dans les couloirs, dans les classes, à la cantine. Donc l'affaire n'est pas terminée. Merci tous les 4, Jérôme, Geneviève, Mathéo et Michel qui étaient ce matin nos débatteurs du jour. Moi, je vais vous laisser pour le journal et dans un instant, c'est Philippe David qui vous retrouve pour l'émission d'André Berkoff. Très bonne journée, très bon appétit et la semaine prochaine, c'est Valérie Expert que vous retrouvez dès 10h sur Sud Radio. Très bonne journée à tous.